à tous, aujourd'hui c'est parti pour la 5e partie de la Révolution française. Nous avons parlé dans la partie 4 de la Révolution française ce qui s'est passé en octobre 1789 où ce que les femmes des Halles du faubourg Saint-Marceau et faubourg Saint-Antoine ont débarqué chez le roi et le roi a signé la déclaration des droits de l'homme. Le 6 octobre, le roi sera escorté de Versailles, la demeure de son arrière-grand-père Louis XIV, à la demeure, l'ex-demeure de Louis XIV, les Tuileries. Alors je m'explique un tout petit peu, il faut juste savoir que Louis XIV a vécu un petit moment aux Tuileries, il trouvait que les Tuileries étaient trop sombres et interpersonnelles, et surtout que le peuple de Paris était imprévisible et très dangereux. Donc du coup, ce qu'il a fait, il a pris toute sa cour, toutes ses clics et ses claques et s'est installé à Versailles. Alors continuons dans l'histoire, la monarchie est devenue une monarchie sous une constitution, l'Assemblée nationale est partie de Versailles et s'est installée aussi bien sûr à Paris. Le roi n'est plus le roi de la France mais roi des Français, donc tout change et le roi est prisonnier dans les Tuileries. Prisonnier, vous comprenez bien sûr ce que je veux dire, et on regarde et on guette surtout qu'il ne part pas dans un autre pays pour bien sûr demander la résistance des autres pays parce qu'on est sous une monarchie et le but du jeu c'est d'abolir la monarchie. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on est toujours dans la crise financière, c'est-à-dire que rien ne change. Le contribuable ne peut toujours pas payer ses impôts, donc du coup il n'y a pas d'argent qui rentre. Et deuxième problème, c'est qu'on veut bien prêter de l'argent, mais le grand problème, c'est qu'il n'y a aucun pays en Europe qui va prêter de l'argent à un pays qui n'a plus d'argent et qui rentre dans une crise financière. Donc, il faut trouver une solution. Et qui va être la personne qui va trouver une solution? Peut-être que ce personnage, vous le connaissez, c'est un boiteux qui s'appelle un Talleyrand. Talleyrand qui va être au summum, surtout dans l'Empire sous Napoléon. En 1790, il n'est pas encore le personnage emblématique qui va être sous l'empire de Napoléon. Et cet Talleyrand va donc faire les comptes et il va comprendre que le déficit est de 2 milliards. Et d'où il va sortir les 2 milliards? Tout simplement, il va regarder la fortune foncière de l'Église, il va prendre les 2 milliards de là, il va dire: bon voilà, si je vois qu'est-ce qu'elle fait la fortune foncière de l'église, ça fait 2 milliards, ben voilà, le déficit est réglé. Bien sûr, ça va être le pagaille, ça va être encore une crise économique encore pire. Et en 1797, ça va même aller encore plus loin. Les biens du clergé vont être vendus à la nation, ou vont donner ou proclamer à la nation. Donc les biens du clergé vont appartenir à l'État en 1797. Le 12 février, dans l'Assemblée constituante, on va commencer à se poser des questions sur l'Église. La première question, c'est que l'Église, l'évêque et les archevêques, ils ont quand même une richesse assez considérable, sont sous la tutelle du pape. Et ça, c'est pas possible parce qu'on veut que tout soit fait par l'État et on ne peut pas le contrôler si c'est sous le pape. Et on veut bien sûr tout contrôler parce qu'on veut gagner de l'argent. Et on voit quand même que l'évêque et les archevêques sortent de l'eau de l'État. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des solutions. Première chose, on va abolir les ordres. Il y avait plusieurs ordres, hein. Il faut savoir que la religion n'était pas monolithique. Un des ordres très connus, c'était l'ordre contemplatif. Qu'est-ce que c'est? C'est un ordre de toutes les abbayes qui se trouvent un tout petit peu plus loin de la ville. Et c'est souvent des ordres où ce qu'on fait que de la prière, hein. Et après, vous avez l'ordre des mendiants, surtout connu avec les franciscains, les bénédictins et tout ce genre de choses. Et souvent, eux se trouvent dans la ville, font partie de certains programmes de charité, et tous ces ordres sont abolis, ne peuvent plus exister, il faut que tout soit sous l'État. Autre chose, la dîme sera aussi confisquée. Donc il n'y aura plus de dîme, et on va mettre un impôt sur les fruits et les légumes, qui va faire partie du dîme, et cet argent va être renversé au clergé. Vous voyez que ça commence à faire mal. Le 3 avril 1790, on va aller encore un peu plus loin, on va dire liberté de culte. Ça veut dire qu'il y aura le mariage civil, il y aura le baptême civil, et même le 10 août 1792, il y aura un mariage, il y aura le divorce le 10 août 1792, parce que quand vous vous mariez sous l'Ancien Régime, vous vous mariez femme-homme, et l'Église
c'est-à-dire le divorce est impossible parce que vous avez fait un pacte sous Dieu, et là, c'est devenu personne à personne. Donc du coup, on essaye tout de faire pour enlever cette notion de l'ancien régime, et on comprend directement qu'il y a une nuance de l'esprit des Lumières qui est derrière tout cela. Et après, on va aller même encore plus loin, le 12 février 1790, on va créer la constitution du droit du clergé. Alors là, vous allez me poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on a une constitution sous la monarchie, ça veut dire que la monarchie ne peut plus faire ses lois lui-même, elle doit passer par l'État. Eh bien, c'est exactement la même chose. L'Église n'est plus sous la tutelle du pape, mais sous la tutelle de la nation, donc de l'État. Donc, les administrateurs vont changer, ça va être des fonctionnaires qui vont faire partie de l'État, donc tout va changer. Il n'y aura plus des gens de l'Église qui vont faire l'administration, et en plus que ça, on va même aller plus loin, on va demander à les prêtres de prêter serment à la nation, la loi, et au roi, et plus à l'église. Vous voyez, ça va très fort. Certains clergés, bien sûr, vont refuser catégoriquement, et donc du coup, ça sera les prêtres réfractaires, et vous savez très bien ce qu'on faisait avec les prêtres réfractaires, ils passaient tous sous la guillotine. Donc, on comprend bien qu'après ça, après le 12 juillet, il n'y a plus histoire de club, de discussion. On est pour la révolution ou on est contre la révolution. Donc, ce qui va se passer, plusieurs nobles vont bien sûr aller en exil et plusieurs nobles vont demander de la résistance des autres pays qui sont toujours sous la tutelle d'une monarchie. Le 14 juillet 1790, quelque chose de très important qui va se passer, on va fêter les 1 an de la Révolution française, la prise de la Bastille. Beaucoup de gens vont vous dire qu'on fête toujours le 14 juillet 1790 et pas celle de 1789. Moi, je pense qu'on fête celle de 1789, je vous explique pourquoi. 1889, c'était l'ouverture de l'exposition universelle avec la Tour Eiffel. 1989, le bicentenaire de aussi la pyramide. Et en plus que ça, on passe en dessous de l'Arc de Triomphe avec un défilé militaire. Donc c'est plutôt la prise de la Bastille et bien sûr pas la fête de la Fédération qui est beaucoup plus pacifique. On va parler de beaucoup de choses. On veut rentrer dans une nouvelle ère, la régénération, on veut la liberté et la justice. Le 14 juillet 1790 est une grande fête qui va célébrer la messe, vous n'allez pas le croire, c'est Talleyrand, celui-là qui a fait fortune foncière sur les églises, celui-là qui a changé et aboli l'église va faire la messe. Puis il y aura bien sûr Lafayette qui va venir avec son beau cheval blanc et va prêter serment devant l'État. Et par après, malheureusement, le roi va faire être que sujet, il va être spectateur, il va plus donner le spectacle, tout va changer. À ce moment-là, même les aristocrates n'étaient pas invités sur ce jour-là. Donc c'est une journée où tout va changer. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, et toutes les autres monarchies, la monarchie anglaise, la monarchie prussienne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va attaquer la France ou est-ce qu'on va attendre que la France est affaiblie pour la reprendre? Ça, je vous expliquerai la prochaine fois et la prochaine vidéo sera sur la fuite de Varennes. J'espère que vous avez adhéré et à la prochaine fois.